Bien le bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce webinaire. Nous sommes le vendredi 24 août 2018 et aujourd'hui, comme vous le savez, il y aura le premier discours de Jérôme Powell à Jackson Hole. D'ailleurs, nous allons voir ensemble l'agenda de ce forum économique qui réunit certains banquiers centraux. Tout de suite, comme d'habitude, l'avertissement légal sur risque avant de poursuivre ce point de marché. Le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors voici le briefing d'actualité. Concernant l'Italie, on a d'après le quotidien un quotidien italien, Donald Trump qui aurait proposé au Premier ministre italien Giuseppe Conte à l'aider à acheter des obligations souveraines l'année prochaine. Concernant la guerre commerciale, on a les autos américaines et chinoises qui ont fini 2 jours de discussion sans aboutir à aucune avancée majeure, ce qui était attendu par les investisseurs. Et d'après certaines sources proches du dossier, il n'y aurait aucune nouvelle session de pourparlers qui serait planifiée à ce jour. Concernant l'Australie, alors on a le ministre des Finances Scott Morrison qui devient le nouveau Premier ministre jusqu'aux prochaines élections législatives qui auront lieu en mai 2019. Donc ce ministre devient le chef du gouvernement après avoir remporté donc un vote interne du Parti libéral contre le Premier ministre Malcolm Turnbull. Alors, ça fait respirer, je vais pas dire bondir l'AUD, même si l'AUD surperforme, c'est normal, étant donné que l'AUD, je ne sais pas si vous l'avez vu hier, mais il a clairement chuté. C'est vraiment le mot, hein. L'AUD a vraiment chuté hier. Il me semble, l'AUD Index a baissé de 0,70%. 0,70% pour une devise, un index devise, c'est vraiment beaucoup, hein. Quand il y a la RBA, ça ne fait jamais 0,70%. Donc voilà, c'était vraiment une baisse importante. Donc là, on a une hausse de plus 0,30%, ce qui est normal, déjà parce qu'on a un rachat de position, mais parce qu'on a une information qui est plutôt positive. Maintenant, attention, on a quand même le parti des travaillistes, donc qui est le principal opposant au gouvernement de Scott Morrison, au parti libéral, et qui sont quand même assez nombreux, donc on ne devrait pas avoir non plus, d'avancée majeure dans la politique australienne. Enfin, du moins, c'est pas cette prise de fonction du ministre des Finances ne va pas, permettre un bull market sur l'AUD. Étant donné qu'il y a quand même encore des incertitudes d'un point de vue politique, avec notamment, comme je vous l'ai dit, les travaillistes qui sont assez nombreux. Concernant l'ALENA, alors on n'a pas d'accord trouvé entre les États-Unis et le Mexique. Je vous rappelle, ça fait un peu plus d'1 mois que les États-Unis et le Mexique sont en discussion, en négociation ensemble. Le Canada qui s'est retiré des discussions compte tenu du fait que il y a eu beaucoup d'axes qui divergeaient entre les États-Unis et le Mexique. Donc le Canada a préféré rester en arrière de ces discussions le temps que ces deux partenaires trouvent un accord et ensuite le Canada reviendra autour de la table. Donc on n'a aucun accord qui est trouvé entre les États-Unis et le Mexique pour le moment. Et donc les discussions se poursuivront ce week-end et la semaine prochaine. D'un point de vue macroéconomique, alors on a le taux d'inflation au Japon qui revient à son niveau le plus élevé en 4 mois, à 0,9% en juillet sur un rythme annuel. Mais par contre, on a l'IPC de base, l'IPC Core, qui reste stable à 0,8% sur un rythme annuel également au mois de juillet. Et concernant les minutes de la BCE qui ont été publiées hier, alors rien de nouveau, hein, concrètement, les responsables de la BCE qui ont estimé que la croissance plus lente que prévu au deuxième trimestre était temporaire et ont affirmé qu'ils étaient persuadés que l'inflation reviendrait à des niveaux conformes à leur objectif d'un peu moins de 2% dans les mois à venir. Concernant le résumé de la science américaine et asiatique, alors hier, on a le dollar qui a progressé, étant donné que tout ce qui était, devise européenne et au Japon, c'était sous pression. Je vous rappelle, l'euro, livre, yen, c'est à peu près 90% du DXY. L'euro, le yen et le GBP. Donc si on a des mauvaises statistiques au Japon et en Europe,
le DXY va forcément être haussier. Donc minute de la Fed plutôt neutre. Au Royaume-Uni, il y a eu un rapport, alors je l'ai pas indiqué dans le briefing d'actualité, il y a eu un rapport du ministre du Brexit, Rab, enfin du ministère du Brexit, pardon, euh, qui a un rapport, pardon, qui tablait sur les propositions en cas de hard Brexit, enfin plutôt toutes les problématiques en cas de sortie sans accord, donc quel serait le plan, etc. Et donc ça, c'était un mauvais titre et ça a fait pression sur le GBP. Donc c'est pour ça qu'on a vu également le DXY progresser parce que en euros on n'avait pas de facteur pour acheter. En plus de cela on avait le spread italien entre l'Italie et l'Allemagne qui a légèrement progressé. Donc ça a fait pression sur l'euro. Et au GBP, sur la livre sterling, c'est pareil. On a eu une certaine pression venant de ce rapport. Donc c'est pour ça que le DXY était globalement haussier. Et en plus de cela, on a les discussions commerciales, comme vous savez, dès qu'on a la guerre commerciale qui s'intensifie, on a le dollar qui est en hausse. Et rappelez-vous, hier, on a eu la nouvelle tranche de tarifs douaniers entre les États-Unis et la Chine qui ont été mises en place. Enfin, Dow Jones en baisse, S&P également. Le Nasdaq 100, pardon, les valeurs tech qui sont les seules à progresser, plus 0,36, et les small caps qui, enfin, entre guillemets, clôturent dans le rouge. Donc ça peut être un signe de respiration, là, parce qu'il n'y a plus que les techs qui progressent. On voit small caps, les big caps, les mega caps, c'est dans le rouge, il n'y a que les techs qui sont en hausse, donc on arrive peut-être dans une phase de respiration. Alors je parle pas d'un crack, hein. Je parle juste d'un petit moins 1, moins 2% sur les marchés actions américains, peut-être en début de semaine prochaine. Ce matin, on a le rendement du 10 ans américain qui prend 2 points de base par rapport à la veille. On a le Yen Index qui est en légère baisse, le Gold, le Nikkei qui sont en hausse et le Hang Seng, donc la Chine offshore qui est dans le rouge. Et donc au niveau du calendrier économique, comme vous pouvez constater, on a eu l'IPC donc du Japon publié cette nuit. Ce matin, on a eu la croissance allemande qui est ressortie comme prévu à 2% sur un rythme annuel au second trimestre. Donc là, c'est la prévision finale de la croissance. Et enfin, le prochain rendez-vous majeur, ce sera commande de biens durables à 14h30, puis 16h, le discours de Jérôme Powell. En parlant de Jérôme Powell et Jackson Hole, voici l'agenda que je vous envoie tout de suite, qui a été publié cette nuit, il me semble. Alors bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Voilà, je viens d'ouvrir la boîte de dialogue. Bonjour François, j'espère que vous allez bien. Lamec, Didier, Loïc, Pascal, Frédéric, Bruno, voilà. Bonjour à vous tous, que des habitués, enfin beaucoup d'habitués en tout cas, ça fait plaisir, ça fait très plaisir. Donc, je vous envoie ce lien. Alors, pas de Mario Draghi et pas de gouverneur de la BOJ, de la Banque du Japon, et ni de la BOE qui sera présent à cette édition de Jackson Hole. Vous pouvez voir qu'il y a Jérôme Powell, et si on regarde, donc, vous voyez ces deux, donc ça a commencé jeudi 6h, donc là c'est heure locale. Hein. C'est heure locale, donc il faut rajouter 8 heures pour avoir l'heure française. Il faut rajouter 8 heures, donc vous voyez là on va regarder Europe, vous voyez personne. Si on fait une recherche sur la page, si on fait Angleterre à Bank of England, donc ça sera vendredi 10h55, donc plus 8, ça fait 18h, à peu près 19h heure française. Andrew Aldan, chef économique de la Banque d'Angleterre, c'est pas non plus le gouverneur, c'est pas Marc Carney, donc ça va pas être un discours, je pense, très volatile pour la livre. Si on regarde du Japon, vous voyez, personne. Par contre, Canada, on a Stéphane Paulos, donc gouverneur de la Banque du Canada, samedi à donc 10h25 plus 8h, ça fait 18h25. 18h25, vous voyez, samedi, discours de gouverneur de la Banque du Canada. Mais on n'a pas de Mario Draghi, vous voyez, on n'a pas de Draghi qui est attendu pour ce Jackson Hole. Donc ça va être en fait le focus majeur, ça va être uniquement Jérôme Powell à 16h pour cette édition. Je me rappelle l'année dernière, il y avait le gouverneur de la BOJ, il y avait le gouverneur de la BCE, il y avait quand même pas mal de discours à suivre, mais là cette édition, c'est plutôt, je ne dirais pas vide, mais ça devrait être beaucoup moins volatile.
que ce qu'on attendait. Alors au niveau du discours de Jérôme Powell, qu'est-ce qu'il faudra faire attention? Quel sera le focus du marché? Eh bien globalement, ça sera les propos de Jérôme Powell concernant la pression, enfin la volatilité sur les marchés émergents. Parce que depuis la crise turque, Jérôme Powell ne s'est pas vraiment exprimé. Et donc le marché, les institutionnels attendent beaucoup de commentaires, en tout cas attendent des commentaires de la part de Jérôme Powell à propos de la volatilité sur les marchés émergents. Parce que je vous rappelle, hein, les marchés émergents, c'est globalement eux qui tirent la croissance mondiale. Donc s'il y a une volatilité sur les marchés émergents, généralement la volatilité c'est pas bon pour, c'est synonyme que l'économie va pas très bien. En tout cas, c'est le cas actuellement des marchés émergents où il y a pas mal d'incertitudes. Donc, si les marchés émergents ne vont pas très bien, la croissance mondiale va être tirée à la baisse. Donc voilà, ça sera à suivre. Ça sera à suivre pour savoir quels sont les risques qu'indique Jérôme Powell de la part de concernant ces marchés émergents. Alors, je regarde les questions. Il y a déjà des questions. Alors, Didier qui me dit, je ne sais pas si tu es au courant de cette vidéo qu'a fait Fabien Labrousse de Vidéobourse cette semaine, mais elle fait le tour des forums privés de traders particuliers. Plus de 1200 traders l'ont déjà vu cette vidéo, c'est de la mauvaise pub pour IG, d'ailleurs aussi FXM. Du coup, beaucoup de mes amis et de mes connaissances veulent fermer leur compte IG, ou comme moi, leur compte PRTCFD pour aller chez Saxo. Tu devrais faire remonter cette vidéo et tes supérieurs avant qu'elle ne fasse trop de dégâts. Alors, je vais regarder cette vidéo. Je ne sais pas du tout, je ne l'ai pas du tout vue. Euh, Voilà, alors Powell va-t-il évoquer les 4 hausses des taux? Alors oui, on attend alors, est-ce qu'il va les évoquer? Je ne sais pas, mais en tout cas, de toute façon, le marché attend 4 hausses des taux. La probabilité d'une hausse des taux du mois de septembre est de plus de 80%, donc elle est déjà intégralement pricée, et le marché table déjà à plus de 50% sur une autre hausse des taux en décembre. Donc disons que le scénario de 4 hausses des taux, c'est pas ce qui va créer le plus de volatilité sur les marchés financiers. C'est surtout les commentaires de Jérôme Powell concernant la volatilité des marchés émergents. Voilà, alors concernant les marchés, on voit que le yen est en baisse. L'AUD qui surperforme à un plus 0,40%. En même temps, regardez hier, il a chuté, vous voyez ce AUD index, hein, on ne parle pas de l'AUD USD. L'AUD index a un plus bas depuis, puis vous voyez le septembre 2016. On voit bien la tendance baissière. On voit des obliques même qui sont orientées à la baisse de façon plus en plus importante, vous voyez, avec un angle plus en plus baissier, ce qui est synonyme d'accélération de la pression vendeuse. Et c'est pour cette raison que je suis personnellement, enfin, que je privilégie le sens baissier de l'AUD d'un point de vue trading. Maintenant, il ne faut pas le vendre à n'importe quel prix. Là, il est quand même extrêmement bas, donc c'est pas le moment d'un point de vue timing pour rentrer à la vente. Par contre, dès qu'on a un prix de cet indice qui revient au-dessus de cette moyenne mobile verte, qui est la moyenne mobile à 50 jours, eh bien, on peut voir que sur la dernière année, finalement, depuis début 2017, on avait un prix d'entrée assez intéressant. Donc dès qu'on a le cours qui revient au-dessus de cette moyenne mobile à 50 jours, on cherche des signaux baissiers sur l'AUD index. Et à l'inverse, euro, vous voyez, belle hausse de l'euro. Alors il était sous pression hier, mais on peut voir que l'euro index a progressé. RSI au-dessus de 50, on a quand même pas mal de signaux haussiers. Vous voyez qu'on a un puissant momentum. On n'a eu aucune journée baissière sur cet euro index depuis le rebond, hein, depuis le 15 août, ce qui fait quand même près de 2 semaines. Hein. Enfin, ce qui fait 10 jours, pardon. Ce qui fait 10 jours, c'est quand même pas mal. Et là, la prochaine résistance, vous voyez que c'est le récent plus haut de juillet. Donc on a encore une marge de progression pour que l'euro progresse. Donc euro UD, vous voyez, ça me semble une paire assez intéressante. Pareil, GBP UD, bon GBP, vous voyez qu'il a du mal à progresser étant donné que il y a tout ce qui est lié au Brexit qui vient faire pression, mais je pense personnellement que le risque de hard Brexit a été globalement intégré dans les marchés. Je pense que le marché est beaucoup plus préparé à un Brexit qu'à un soft. En tout cas, comparé à il y a 6 mois. Alors, je ne dis pas que s'il y a un Brexit, il n'y aura pas de réaction de la part il y aura pas de réaction baissière de la part des investisseurs sur les marchés. Je dis pas cela, mais je pense que le marché est beaucoup plus préparé. On le voit d'ailleurs. Vous voyez, cette baisse
du GBP, elle est due à quoi? Bon, déjà parce que on a eu une hausse des taux de la BOE qui a été repoussée, hein, je vous rappelle, euh, au printemps dernier, le marché attendait une hausse des taux en mai. Finalement, on l'a eu au mois d'août. Mais on a eu quand même la hausse des taux. Deuxième hausse des taux, alors que la situation en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, n'est pas fantastique d'un point de vue macroéconomique. Donc, c'est pas vraiment la raison pour laquelle le GBP est sous pression. Alors peut-être cette baisse, vous voyez, cette baisse, on peut donner le crédit de cette baisse au report de la hausse des taux, mais par contre celle-ci, c'est vraiment à cause des incertitudes sur le hard Brexit. Disons que le scénario d'une sortie du Royaume-Uni sans accord a beaucoup plus de crédibilité que ce qu'on avait il y a 6 mois. Il y a 6 mois, le marché était certain qu'un accord serait trouvé. Alors, je pense qu'il y aura un accord, mais on voit quand même qu'il y a beaucoup plus d'incertitudes à la part d'investisseurs. Donc techniquement, moi, quand il revient sur ce support, c'est un niveau de prix euh, que je vais surveiller. Je ne dis pas que c'est un niveau de prix intéressant à payer immédiatement, mais un signal haussier depuis ce support serait, d'un point de vue ratio risque-rendement, c'est toujours la même chose dans les marchés financiers. On ne peut jamais être sûr à 100% qu'on va avoir un prix qui rebondit. C'est toujours d'un point de vue probabilité. Est-ce qu'il y a plus de probabilité de baisse ou de hausse? Est-ce qu'on est plutôt sous-évalué ou surévalué? C'est toujours cela qu'on essaie de juger avec l'analyse technique ou avec des indicateurs macro ou microéconomiques. Là, vous voyez, à cette oblique baissière, euh, on aura comment dire, un prix qui serait plutôt intéressant à payer. Et toutes ces baisses que vous voyez ici, cette baisse-là, c'était quand il y avait le hard Brexit qui revenait, qui était à nouveau privilégié par les marchés. Et ici, pareil. Là, c'était bon après le vote en faveur du Brexit. Et le vote en faveur du Brexit, tout de suite après, c'était vraiment le scénario du hard Brexit qui dominait plutôt qu'un soft. Donc en fait, à chaque fois qu'on a eu ces deux creux, vous voyez, qui composent finalement, enfin ces trois creux, pardon, c'est à chaque fois lorsqu'il y a eu le hard Brexit qui était privilégié par le marché. Et au final, on a eu un rebond. Donc voilà, moi pour cette raison, le GBP, je ne dis pas que faut passer haussier maintenant, mais je trouve que le prix est intéressant. Donc dès qu'on aura des signaux haussiers sur des paires en GBP, eh bien ça nous permettra de passer à l'achat. Parce que je ne dis pas qu'il est sous-valorisé, mais qu'un rebond est fortement possible. Voilà, donc maintenant ce qu'il nous faut c'est juste du timing, et le timing, nous l'avons grâce à l'étude des paires. Là, cet index permet juste d'avoir une idée un peu du positionnement de chaque devise pour savoir si le prix est élevé ou pas assez, si on a eu des phases de respiration ou non. Euh, Ensuite, les paires, donc deux devises, hein, permettent d'avoir un timing et des objectifs parce que ces indices ne sont pas comment dire tradables. L'USD à nouveau en baisse. Vous voyez qu'hier on a eu la hausse et comme prévu, c'est une hausse temporaire. En tout cas, je pense. Hein. On va le voir lors des prochaines séances, mais dès qu'on aura, je vous rappelle l'indice qui va clôturer sous sa moyenne mobile à 50 jours, qui est en vert, et cette oblique en noir, ça sera un signal baissier très important. Ce matin, on a le spread Allemagne qui prend 0,30%, donc à peine un point de base, donc quasiment rien. Quasiment rien. Tant que ce spread reste en dessous de cette résistance, en tout cas clôture pas au-dessus de cette résistance, on a un risque de l'euro qui est assez limité. Et plutôt en fait une opportunité sur l'euro. Parce que ce spread est quand même assez élevé. Donc pour qu'il progresse davantage, il faudrait de nouvelles incertitudes en Italie. Donc pareil, pour moi ce spread a beaucoup plus de chances de baisser. Il y a beaucoup plus de chances de baisser et donc l'euro a beaucoup plus de chances de surperformer le forex. Par contre, si on a ce spread qui clôture au-dessus de cette résistance, alors là on aura clairement un signal baissier sur l'euro. Le VIX toujours très bas, le rendement du 10 ans américain qui a fait un plus bas à 20 points de base, enfin le rendement pardon, la courbe des taux entre le 10 ans et le 2 ans américain a fait un plus bas depuis 2007, hein, 20 points de base uniquement, tout comme le yen. Mais bon, le yen, vous voyez que la courbe des taux, elle fluctue hein, depuis plus d'un an. Mais en tout cas, celle américaine, courbe des taux, vous voyez, on est relativement proche, on n'avait plus qu'à 20 points de base. Nous ne sommes plus qu'à 20 points de base finalement de l'aplatissement. Le MSCI World hier, donc MSCI Monde, moins 0,42%, donc baisse des marchés actions hier. Marché émergent,
moins 1,56. Le NICE qui perd 0,44. D'ailleurs, regardez le NICE. L'analyse technique est vraiment assez intéressante, hein. Il vous suffit de superposer S&P ou même Dow Jones. Alors S&P qu'on va mettre en bleu, Dow Jones qu'on va mettre en vert. Et vous voyez, dès qu'on avait le retour du NICE en haut de ce canal, donc là on avait les deux creux, on reporte l'oblique, donc on a ce canal, et là donc on a tous les points de contact qui sont, on va dire, tous les retournements qui sont anticipables depuis mai. Et là vous voyez donc NICE qui atteint le haut de ce canal, haussier en noir, donc là il faut se focaliser sur le cours qui est en chandelier, vous voyez, le NICE qui arrive en haut de ce canal, petite baisse du S&P. Ici pareil, NICE en haut du canal, NICE en haut du canal, NICE en haut du canal, et NICE en haut du canal, c'était le 21 août. Donc vous voyez, on avait des tops qui étaient réalisés la plupart du temps. Alors le mieux, c'est de payer, bien évidemment, quand on est dans une tendance haussière, c'est de payer les creux, et c'est pas de shorter les pics, parce que quand on short les pics dans une tendance haussière, c'est simplement du contre-tendance. Donc c'est pas la meilleure stratégie de shorter les sommets quand on est dans une tendance haussière. Par contre, acheter les creux, là, il y a une stratégie intéressante. Et comme vous voyez ici, on avait un beau creux fin juin, le bas du canal. Je vous rappelle, les deux points de contact qui ont été utilisés, c'est ces deux-là, donc le plus bas de mars et le plus bas de mai. Donc ce point de contact, ce rebond était, on va dire, exploitable. On pouvait l'anticiper même. Et vous voyez qu'on a eu un point bas sur le S&P ou un point bas sur le Dow Jones. Donc ce NICE, il est très important à surveiller. Très important à surveiller si vous faites du swing trading sur Wall Street. Donc NICE en baisse. Et puisqu'il est sous résistance, vous voyez, sous ce plus haut du mois de février et en haut de son canal, eh bien à court terme, je trouve qu'il y a plutôt une perspective baissière. Donc je ne pense pas que le S&P ou le Dow Jones vont progresser lors des prochaines séances. Donc il n'y a pas d'opportunité, je dirais, de shorter les indices de Wall Street à court terme parce que voilà, ça serait du contre-tendance. Mais si on a le NICE, cet indice qui revient en bas de son canal, là par contre on aura une opportunité d'achat puisqu'on est dans une tendance haussière. Alors le Reuters Index, alors non, c'est ici, le CRB Index clôturé dans le rouge, donc les matières premières hein, qui sont repliées hier. On voit qu'on a une oblique, c'est possible hein, de faire l'analyse technique hein, sur les index. Hein. Ça permet d'avoir une idée plus précise de la tendance. Et là, vous voyez, on est en dessous de la moyenne mobile à 200, en dessous de la moyenne mobile à 50. D'ailleurs, on a un crossover, vous voyez, 50-200. Donc là, on a une perspective baissière assez importante depuis qu'on a ce crossover. Et voilà, concrètement, c'est baissier hein, sur les matières premières et plus spécialement sur les métaux industriels. Dans un second temps, sur les métaux précieux et enfin sur tout ce qui est pétrole, gaz. Pétrole, gaz, c'est les matières premières qui résistent le mieux, je vous rappelle, depuis le début de l'année. Les pires, c'est métaux précieux et agriculture. C'est ceux qui affichent les plus grosses pertes. Et donc voilà, on va continuer. Alors j'ai une question de la part de Didier. L'Italie pourrait-elle, avec les dernières déclarations de ses dirigeants en rapport avec le budget 2019, déclencher une forte baisse des indices européens s'ils décident de le faire? Alors oui, si le budget... alors, faut savoir que au mois de septembre, l'Italie va annoncer son budget qui va proposer à Bruxelles en octobre. Bruxelles va ensuite faire une revue et accepter ou non. Et c'est ensuite la réaction du gouvernement qui va être très importante parce que si l'Italie exploite sa proposition de budget malgré le désaccord de Bruxelles, là, il y aura une certaine méfiance de la part des investisseurs envers la zone euro. Et ce spread va, dans ce cas, très fortement avoir des chances de dépasser ses anciens sommets de l'année. Le spread Italie-Allemagne, pardon. Donc voilà, tout va dépendre, oui, déjà de la proposition, ce que propose en termes de budget le gouvernement italien. Ensuite, ce qu'en pense Bruxelles. Et enfin, ce que va faire le gouvernement italien en fonction
de la réponse de Bruxelles. Donc la réaction de Bruxelles, donc, budget italien annoncé en septembre, Bruxelles qui va donner son avis en octobre, et voilà. Donc dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, on aura une source de volatilité. Et oui, si dans le cas où on a une défiance de l'Italie envers Bruxelles, on aura très probablement des secousses sur les marchés européens. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté Keltner, ces bandes, hein, ces bandes qui ressemblent aux bandes de Bollinger, sauf que les bandes de Bollinger, on a un écart type qui dépend sur une période de plusieurs, enfin une période importante. Une période, il me semble, c'est 20 périodes, la volatilité. Alors, on va regarder Bollinger Band. Voilà, 2,20, écart type de 2 sur une moyenne mobile à 20 périodes. Faut savoir que ici, Keltner, c'est une moyenne mobile à 10 périodes et un écart type intraday qui correspond à la volatilité. Enfin, la volatilité intraday, pardon, qui compose l'écart type. Il n'y a pas de meilleur ou moins bon indicateur entre Keltner et Bollinger. C'est juste deux indices différents. C'est comme si vous dites une moyenne mobile simple ou une moyenne mobile exponentielle. Qu'est-ce qui est le mieux? Ça dépend de votre stratégie. Voilà, donc dollar, on l'a dit, le forex globalement, AUD, moi je suis extrêmement bearish. Hein. C'est la devise majeure, parmi les majeures, hein, que je suis le plus bearish, comme vous le savez. Donc euro AUD, rappelez-vous, on avait parlé mercredi, haussier hein, sur l'euro AUD jusqu'à 1,62 à peu près. Bon, il est plus haut de l'année. Eh bien, voilà, c'est toujours l'objectif qui est en cours. Ça fait déjà plus de 100 pips, vous voyez, en 2 jours sur l'euro AUD. On avait parlé également de l'euro NZD. Pareil. Bon, vous voyez qu'il y a un momentum un peu moins important. C'est normal, parce qu'on a moins d'incertitudes sur la Nouvelle-Zélande que sur l'Australie. Mais ça fait quand même 192 pips de hausse. Alors, Kettner, c'est très simple d'utiliser. Concrètement, dès qu'on a une cassure à l'extérieur des bandes, c'est un signal de tendance. C'est un signal qui va être exploitable. Donc ça permet d'optimiser son timing d'entrée. Si vous avez du mal à, si vous avez des doutes, pardon, sur vos points d'entrée, s'ils sont trop tôt ou trop tard, honnêtement, Kettner, les bandes sont un bon outil pour optimiser, pour vous aider dans vos points d'entrée. Donc quand on a une clôture à l'extérieur, c'est un signal d'entrée. Et ces bandes ne sont en aucun cas des supports ou des résistances. Hein. Faut pas les prendre comme des supports ou des résistances. L'une des principales différences entre les bandes de Bollinger et ces bandes de Keltner, bandes de Bollinger, en théorie, 95% du prix sont contenus dans les bandes. Keltner, il n'y a pas cette statistique. Donc voilà. Donc l'euro NZD, l'euro UD haussier, GBP-UD. GBP-UD, c'est une paire qui commence à m'intéresser, comme je vous l'ai dit. Le GBP arrive sur support. Alors il n'y a pas, en termes de timing, vous voyez, on a eu un signal haussier ici hier, clôture au-dessus de la bande de Kettner. Clôture au-dessus, on clôture également au-dessus de cette oblique qui vient chercher tous les points bas, tous les points bas, pardon, tous les sommets depuis le bear market du GBP depuis le mois de mai. Ça me fait penser un petit peu à ces obliques, regardez. Vous voyez, oblique baissière ici. Oblique baissière, rebond. Oblique baissière, le rebond. Oblique baissière. Bon, là, on n'est pas en bas du canal, c'est dommage, mais on a tout de même un rebond. On a tout de même un rebond qui est en cours. En intraday, on a un échec sur la moyenne mobile à 50 périodes. Donc, plus on va dépasser ces moyennes mobiles, et plus on aura une conviction haussière qui va se renforcer. Enfin, en tout cas, pour ma part. Si par exemple, la semaine prochaine, le prix clôture au-dessus de toutes ces moyennes mobiles, ça renforcera la perspective haussière. Mais on aura potentiellement, si on attend ces clôtures, on aura un moins bon prix d'achat. Donc voilà, c'est de toute façon toujours un compromis entre le nombre de signaux que nous avons et le timing d'entrée. Plus on attend des signaux et plus on rentre généralement, hein, je parle bien, en retard
alors il n'y a pas forcément de retard, parce que c'est un peu négatif, pessimiste de dire retard, mais plus on rentre tard dans la tendance, moins on va attendre de signaux, et plus on va avoir tendance à rentrer tôt. Donc c'est toujours un compromis entre les deux. Il n'y a pas forcément de meilleure ou de moins bonne stratégie, hein. Donc voilà, GBP-UD, en tout cas, on a un signal haussier, deux signaux haussiers hier, clôture à l'extérieur de la bande de Keltner et clôture au-dessus de cette oblique. Donc signal haussier, pour moi la perspective haussière, elle est jusqu'à 1,8 à court terme. Bon, maintenant, l'euro UD, pour ceux qui sont rentrés mercredi, je le trouve beaucoup plus intéressant. Je le trouve beaucoup plus intéressant pour les prochaines semaines. Concernant l'USD Yen, alors il est revenu à un bon point d'entrée, un bon prix quand même, l'USD Yen, 110, 111, 40. 111, 40, c'est un niveau de prix qui m'intéresse pour passer à la vente. C'est un prix qui m'intéresse. Alors vous voyez qu'il y a potentiellement une marge de hausse jusqu'au pivot mensuel. Si on regarde nos indices, le Yen Index, vous voyez, il est en baisse. Et pour le moment, il n'y a pas de support, hein. Bon, le prix teste ce sommet de mai, vous voyez. Mais concrètement, tant qu'on n'a pas de rebond, je pense qu'il y a encore une marge de baisse du yen. Donc l'USD yen, c'est encore possible, je pense, d'attendre un rebond encore un peu plus important. C'est pour ça que ça va être important de surveiller ce yen index, parce que dès que ce yen index signalera une hausse, si par exemple il y a un avalement haussier ou vous voyez une étoile du matin, c'est genre de configuration, ça sera le timing parfait pour entrer à l'achat sur le yen face au dollar. Donc voilà, l'USD yen, on commence à arriver dans une zone de prix qui est intéressante, qui est le pivot mensuel. Pivot mensuel à surveiller de très près pour passer short sur cette paire. L'euro-dollar. L'euro-dollar, alors vous voyez, on avait eu un signal aussi mardi en clôturant au-dessus des 1,15, en clôturant au-dessus de la bande de Keltner. Comme je vous l'ai dit hier, moi je pense qu'on peut attendre un pullback vers les 1,15 pour passer long sur du moyen long terme jusqu'à 1,20 concrètement. Alors ça semble pas très lisible comme cela, mon graphique. Je vais du coup enlever quelques données. Voilà, je pense que là c'est assez lisible. Ne faites pas attention au point pivot pour le moment. Mais donc vous voyez là 1,15, achat, et on vient viser donc dans l'idée les 1,20 qui correspond à la moyenne mobile à 200 séances, comme vous pouvez le constater. Alors d'ici là, la moyenne mobile à 200 séances devrait être vers 1,19, voire même peut-être 1,18. Ça va dépendre le momentum de l'euro-dollar. Mais il y a vraiment une marge de hausse assez importante. Pourquoi je suis haussier sur l'euro-dollar? Parce que je pense que le risque des banques européennes exposées en Turquie a été peut-être trop intégré dans les marchés, peut-être surestimé, ce risque. On a le spread italien Allemagne qui est sous résistance, et on a le dollar qui, on va dire, émet est en baisse, mis à part hier en raison des critères que je vous ai indiqués au début du webinaire, mais en soi, le dollar index, soit le DXY ou notre indice dollar, est en baisse depuis la semaine dernière. Et même en baisse assez importante quand même. Donc voilà, on n'a plus qu'à attendre que notre indice dollar et que le DXY dépassent leur oblique haussière support de court terme et leur moyenne mobile à 50 périodes, et on aura davantage de conviction baissière sur le dollar et donc haussière sur l'euro. Donc moi personnellement 1,15, ça me semble un niveau de prix très attractif pour payer l'euro et viser dans l'idée les 1,20. Alors des objectifs intermédiaires peuvent être trouvés avec les pivots mensuels, les points pivots mensuels pardon, ou alors vous cherchez des sommets, hein. Des sommets comme par exemple les 1,1864, vous voyez que c'était le sommet du mois de juin. 1,1864. Alors déjà je vais enlever. Voilà. 1,1864, 1,20. Ou sinon vous mettez les points pivots. Donc voilà, stratégie pour moi haussière sur l'euro dollar, haussière sur l'euro UD, haussière sur l'euro NZD. Concrètement, je suis haussier sur l'euro, hein, comme vous avez pu le constater. Le mieux, ensuite, si vous faites des paires exotiques, si vous tradez des paires exotiques, c'est d'acheter l'euro et de vendre des devises des marchés émergents.
Alors, je ne sais pas si cela existe. Euro BRL. Non. Par contre, on a l'euro tsar. Je ne savais pas que nous l'avions. Euro tsar. Alors, si, on l'avait vu, hein, il y a quelques temps. L'euro tsar. Résistance ici. On va chercher des supports. Alors ça c'est pour les personnes qui tradent qui sont prêts à trader des paires exotiques. Voilà, l'euro tsar. Pour moi c'est bullish. Hein. Bullish le tsar, je suis autant bearish sur le tsar que sur l'AUD. Hein. Donc si je suis haussier sur l'euro UD, je suis aussi sur l'euro tsar. D'ailleurs, peut-être qu'on peut voir une certaine corrélation. On va superposer l'euro tsar avec l'euro UD. Peut-être qu'il y a quelque chose de similaire. Donc depuis début de la guerre commerciale, on va mettre avril, guerre commerciale avec la Chine, c'était le 4 il me semble. Bon, le tsar, forcément, c'est une paire exotique, il y a beaucoup plus de volatilité, donc c'est normal que la courbe, ici, elle soit beaucoup plus plate. Mais on voit qu'on a un creux quand même, on a des creux, globalement au même moment. Tsar AUD, ici pareil. Alors peut-être que sur TradingView ce sera un petit peu plus lisible. Tac, alors. Euro tsar, on va le superposer avec l'euro AUD. Euro AUD en bleu. Euro UD en bleu, depuis le début de l'année, vous voyez qu'il y a quand même une certaine corrélation. Donc si on est acheteur euro UD, on est acheteur sur l'euro tsar. Simplement parce que l'Afrique du Sud et l'Australie ont plusieurs points communs. Alors, l'Australie n'est pas un pays émergent, mais l'Australie et l'Afrique du Sud sont deux exportateurs de minerais. Du minerai et de métaux précieux. Métaux précieux, pardon, et métaux également industriels. On a également le fait que l'Australie et l'Afrique du Sud ont un besoin d'investissement de la part des étrangers assez importante. Donc ils sont impactés par la hausse ou la baisse du dollar de façon similaire. On appelle ça un déficit des investissements étrangers. Enfin pardon, un déficit des investissements qui provient beaucoup des étrangers, hein, ces investissements. Et donc voilà, c'est pour ces critères qui sont corrélés positivement et qui se tradent hein, pour le moment de la même façon. Donc voilà, euro AUD, euro tsar, même finalement euro MXN, hein, euro MXN, je ne sais pas si on a cette paire, mais cette paire me semble également intéressante. Euro MXN, voilà. Je pense que le MXN, c'est le peso mexicain, il me semble, a surperforme le dollar américain depuis le début de l'année. Hein. Ce qui est assez impressionnant, étant donné que d'un point de vue macroéconomique, c'est pas fantastique au Mexique. C'est simplement de la spéculation sur l'ALENA qui fait que le peso mexicain surperforme. Donc en fait, ces négociations de l'ALENA, ces perspectives positives des négociations de l'ALENA ont été trop intégrées dans les marchés et donc présentent dorénavant un risque baissier. Parce que ça va être compliqué de surprendre positivement le marché si on a déjà le marché qui anticipe un accord. Donc euro UD, honnêtement, je trouve que ce niveau de prix, vous voyez, on a un rebond en plus sur l'hebdomadaire. Ce niveau de prix est clairement intéressant. Il est clairement intéressant à payer. Et donc on peut aller chercher des objectifs intermédiaires, pivot mensuel, R1 mensuel, R2 mensuel. Vous voyez qu'on a le RSI mardi, tout comme l'euro dollar en fait, en même temps, qui a clôturé au-dessus de 50. Keltner, on a eu le signal haussier le lundi 13 août. Donc voilà, là on voit qu'on a un rebond. On voit qu'on a un rebond et on est au-dessus dorénavant la moyenne mobile à 20 jours. Donc voilà, on commence clairement à tourner de signaux baissiers à signaux bullish. L'AUD qui devient boule, le prix qui est au-dessus de sa moyenne mobile à court terme, sa moyenne mobile à 20 jours. On a eu le signal haussier Keltner la semaine dernière.
Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de signaux haussiers comparé à ce qu'on avait au mois de juillet. Où au mois de juillet, c'est clairement, vous voyez, baissier. Donc là, prochain signal qui pourrait être donné, c'est si le cours dépasse cette moyenne mobile à 50 périodes. Là, on aurait également un nouveau signal bullish. Donc l'objectif, voilà, les perspectives, c'est de mettre un stop sous le précédent plus bas et viser les plus hauts. Vous voyez, cette baisse, on va dire qu'elle est justifiée à 80% de la spéculation du marché sur un accord de l'ALENA. Donc vous savez, la fameuse fameux adage acheter la rumeur, vendre la nouvelle, eh bien ça va être exactement le cas. Si le marché a trop pricé un accord de l'ALENA, si il y a un accord de l'ALENA, il n'y aura pas de potentiel haussier puisqu'il a déjà été intégré au prix. Et donc forcément il y aura un potentiel plutôt baissier sur le peso mexicain et donc de hausse sur l'euro MXN. Donc moi personnellement, vous voyez, je suis haussier et on peut viser les 24,5. En tout cas, d'un point de vue ratio risque-rendement, c'est toujours la même chose. On revient toujours à la même chose dans les marchés. D'un point de vue ratio risque-rendement, honnêtement, ici, on a quelque chose d'assez intéressant, tout comme l'euro UD qu'on avait mercredi. Là, vous voyez, stop, à peu près 630 pips, et on vient chercher, vous voyez, plus de 2500. Donc, ça fait ça fait du ratio de 4, plus de 4. Donc voilà, haussier sur l'euro MXN, haussier sur l'euro UD, haussier sur l'euro UD, euro NZD, euro tsar également. Vous voyez tout ce qui est devises commodities ou devises émergentes. Ça fait maintenant 2 semaines que je suis voilà que je privilégie la baisse sur devises commodities et devises des pays émergents. On passe sur les indices rapidement. Léger appétit pour le risque ce matin. Forcément, on a le spread, vous voyez, italien, Allemagne qui prend 2 points de base, à un peu plus d'1%. Donc ça ne vient pas soutenir l'euro, enfin les marchés européens. Ça ne vient pas soutenir, mais encore une fois, tant qu'il est sous résistance, eh bien la perspective est plutôt baissière. Donc DAX, légère hausse, mais on peut voir que les 12 400 font toujours office de résistance. Pour qu'il y ait un dépassement des 12 400 sur le DAX, il faut que ce spread Italie-Espagne vraiment reprenne sa baisse. Là, il est en hausse depuis 3 séances. S'il reprend sa baisse la semaine prochaine, on aura ces 12 400 qui seront dépassés. Donc à 12 400, ça reste la résistance en intraday. 12 400, comme je l'ai dit hier ou avant-hier, c'est la résistance à shorter en intraday. Et à l'inverse, on voit qu'on a un beau range entre 12 400 et 12 351. Et donc 12 351, c'est le support à acheter en intraday. Ouais, c'est assez net. Si on se met sur du 5 minutes, sur une semaine, on a 2 bornes. On a les 12 406, les 12 351. Alors oui, on a des petits excès, c'est normal. Mais il s'est très bien dessiné. Enfin, le marché s'est très bien contenu entre ces 2 bornes depuis finalement le mercredi. Puis mercredi, c'est assez net. Donc même, vous voyez, on peut même revenir à 12 300. 12 360, pardon. Donc 12 360 support, résistance 12 400. Alors pardon, j'ai pas vu les questions 4CHF Euro NZD. Excusez-moi, j'ai pas vu. Alors, d'accord, les questions. Alors ils sont pas triés. J'ai eu un problème de tri pour les questions. Voilà, je reviens. Donc dans l'ordre, l'Australie a besoin d'argent venant de l'extérieur, sauf qu'ils ont voté il y a 2 ans une loi pour bloquer les investissements de la Chine pour les empêcher de prendre le contrôle des mines australiennes. Alors exactement, Didier, l'Australie, tout comme la plupart des marchés émergents. Alors l'Australie n'est pas un pays émergent, attention, mais l'Australie a un besoin d'investissement de l'extérieur. S'il n'y a pas d'investissement provenant de l'extérieur, il y a un déficit. Il y a un déficit d'investissement. Ce qui n'est pas le cas de la zone euro. La zone euro a un investissement interne important. Donc il est moins exposé au risque de hausse ou de baisse du dollar. Dans la semaine, vous avez parlé de euro de SAR, USD SAR, exactement, voilà, Edgy, haussier euro de SAR ou USD de SAR. Alors je préfère haussier euro de SAR, parce que l'USD, comme je vous l'ai dit, je le vois plus baissier. Si je suis haussier sur l'euro dollar, je privilégie donc la surperformance de l'euro face au dollar. Donc voilà.
Il y a une semaine, j'étais plus haussier dollar face aux devises des pays émergents ou des devises commodities. Dorénavant, je suis plus euro face à ces mêmes devises. Donc je vais revenir sur le 4CHF, excusez-moi. Je fais juste le point sur les indices, parce que je sais qu'il y en a qui attendent ce point-là. Donc DAX, range, tout comme le CAC. CAC, c'est les 3400 points, il me semble, hein, qui font office, de résistance. Ouais, c'est le pivot mensuel. 5430, excusez-moi. 5430, la résistance. La résistance. Hier, on a eu un plus haut. On a eu un plus haut à 3434 points, pardon. Donc c'est pas non plus un excès haussier, hein. C'était 4 points, 4-5 points au-dessus du range. Donc voilà, mais dans l'idée, on a une résistance à 5430 et un support à 5420. Donc en fait, ça fait un range d'une dizaine de points. Voilà, donc je passe sur le 4CHF. 4CHF, alors, CAD sous pression à cause de la baisse du pétrole, mais dans le même temps, on a les négociations de l'AENA qui viennent soutenir le dollar canadien. Donc dollar canadien, d'ailleurs, regardez simplement ce graphique. Vous voyez que dollar CAD, ça fait depuis, on va dire, le début du mois qu'il ne fait rien. Alors, on a de la petite volatilité, on a des petits mouvements, mais depuis le début du mois, on n'a pas vraiment de tendance, hein. Ça fluctue. Donc c'est pour ça que le CAD, personnellement, en ce moment, il m'intéresse pas trop. Par contre, le franc, on voit qu'il surperforme. Ce franc surperforme et va être haussier aussi longtemps que ce spread Italie-Espagne va se détendre. Tant que ce spread est haussier, le franc s'apprécie. Si le spread est baissier, alors le franc se déprécie. Comme vous savez, ce spread, oui, il a une petite marge de progression pour revenir à ses plus hauts. Mais tant qu'il n'a pas dépassé cette résistance, pour moi, il y a beaucoup plus de chances qu'il baisse. En tout cas, il y a une marge de baisse beaucoup plus importante qu'une marge de hausse. C'est de ce côté-là que je préfère, trader, c'est-à-dire anticiper plutôt une baisse de ce spread et donc une baisse du franc suisse. Voilà, donc CAD CHF, plutôt mitigé, hein, parce que le CAD qui est sous pression à cause de la baisse du pétrole, mais en même temps soutenu par la politique monétaire de la Banque du Canada et par, on va dire, le certain degré d'optimisme de la part des investisseurs envers les renégociations de l'ALENA. Et le franc, à l'inverse, soutenu par ces incertitudes aux zones euro, mais on voit que ce spread arrive sous résistance, donc on pourrait avoir un renversement de ce spread et donc une baisse du franc suisse. Donc 4CHF, je le trouve pas très intéressant honnêtement. Vous voyez, en journalier, on n'a pas grand-chose, hein. Honnêtement, je vois pas ce que je peux vous dire, hein, sur le 4CHF. Je vais vous dire juste les bornes. Résistance, support à 0,75. Ouais, c'est une résistance, un support pardon assez important. Alors là, par contre, on peut peut-être tracer. Vous voyez, on a un espèce de triangle sur le 4CHF. Donc voilà, à surveiller si on n'a pas des niveaux d'entrée intéressants, ce qui serait cohérent, parce que finalement, si on a un accord de l'ALENA, le CAD va s'apprécier parce que le CAD ne s'est pas beaucoup apprécié avec les perspectives d'un accord de l'ALENA. Le peso mexicain, il s'est énormément apprécié depuis le mois de juin parce que le marché spécule sur un accord trouvé de l'ALENA, mais le CAD c'est beaucoup moins apprécié que le peso. Donc le CAD, je dirais qu'il a un potentiel haussier, même s'il y a un accord de l'ALENA trouvé. Alors que le peso mexicain, pas vraiment. Peut-être qu'il y aura une hausse, mais ça va être très minime, dans le temps et dans l'amplitude. Alors que le Canada, le dollar canadien va très probablement rebondir et progresser si on a un accord de l'ALENA. Et à l'inverse, le franc, comme je vous l'ai dit, pour moi, il arrive sous résistance puisque ce spread Italie-Allemagne arrive sous résistance. Donc, ça serait cohérent qu'on ait un rebond. Mais pour le moment, d'un point de vue technique, vous voyez qu'on est en dessous de toutes les moyennes mobiles. On est dans la borne basse de Keltner. On est sous le pivot mensuel. Donc, vous voyez, on n'a pas vraiment de signaux haussiers. Et tant qu'il y a une baisse, faut pas acheter le cours. Donc voilà, par contre, si on a un rebond sur cette oblique et qu'on a le cours qui par exemple dépasse sa moyenne mobile à court terme, sa moyenne mobile à 20 jours, et que ce cours clôture au-dessus de la banque de Keltner, alors on aura un signal haussier. Regardez ici par exemple, ici un signal haussier, bon finalement on a eu une nouvelle baisse, mais vous voyez ici, un nouveau signal haussier donné par Keltner, et ensuite c'était parti.
Donc c'est un petit peu finalement le même genre de signaux que j'attends. Pareil ici, regardez. Clôture au-dessus de la banque de Keltner, on avait le point d'entrée qui était donné. Donc là pour le moment on n'a pas de signaux d'entrée. On arrive sur support, c'est bien. Mais donc attendons encore quelques séances. Philippe qui nous dit bonjour, avec le même niveau euro-dollar et un Dow Jones beaucoup plus bas, DAX était proche de 13 000 points l'année dernière. Étonnant, non? Alors oui, tout simplement parce que, à l'inverse de l'année dernière, à cette même période de temps, on n'avait pas autant d'incertitudes en Europe, enfin plutôt en Italie. Là, concrètement, ce qui affecte les marchés européens, ce qui empêche les marchés européens d'aller, par exemple le DAX de revenir à 13 000, c'est le risque italien. Enfin, le risque italien. C'est peut-être un grand mot de dire risque italien, mais oui, c'est le risque que le gouvernement italien fait front à Bruxelles et la zone euro. C'est ce risque-là qui crée un certain climat d'incertitude, d'inquiétude de la part des investisseurs. Tout simplement. Et c'est pour cela que le DAX ne progresse pas de la même façon que le Dow Jones. Parce qu'il y a un an, il n'y avait pas ces inquiétudes. Voilà donc pour ce point de marché. Alors je vais terminer juste sur le gold. Et ensuite, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vous laisserai. Le gold, échec sous les 12 000. Sous les 12 000, pardon. Je suis encore sur le DAX, vous voyez. Sous les 1 200 $. RSI, vous voyez, qui s'améliore. Hein. On a un RSI bullish, enfin un RSI, non, pardon, bearish, mais qui est à son plus haut depuis finalement le début mois de juillet. Donc on a un RSI, un momentum haussier qui s'améliore. Un signal, même plusieurs signaux haussiers seront donnés si on a clôture au-dessus des 1 200 $. Parce que si vous voyez, 1 200 $, c'est non seulement un saut psychologique, c'est également la moyenne mobile à 20 jours et la bande supérieure de Keltner. Donc si on a une clôture au-dessus, on aura 3 signaux haussiers en une clôture. Et là, ce sera vraiment, on va dire, pour moi, le premier, comment dire, la première journée où on aurait suffisamment de signaux haussiers pour passer à l'achat. Voilà. Donc tant qu'on est sous les 1200, l'or est sous pression. Maintenant, voilà, personnellement, je pense pas que le dollar va rebondir. Il a rebondi hier parce que, je répète encore une fois, on a eu principalement des nouveaux tarifs douaniers entre les États-Unis et la Chine. Donc, comme vous savez, la guerre commerciale soutient directement le dollar. Mais techniquement, on voit que le dollar il est en baisse. Le dollar il est en baisse. Si on regarde le DXY, il est en baisse depuis le 15 août. Tout simplement parce que d'un point de vue macroéconomique, aux États-Unis, ça commence à stagner, voire même à ralentir. En tout cas, les perspectives tournent dans ce sens, alors qu'en zone euro, les perspectives sont plus optimistes qu'il y a 3 ou 4 mois. On a des meilleurs chiffres, alors c'est pas excellent, mais on a des meilleurs chiffres que ce qu'on avait au début de l'été. Donc c'est pour ça que le dollar est en baisse. C'est pour ça que le dollar est principalement en baisse. Et que ce rebond donc est exclusivement dû au nouveau tarif douanier, mais ne change en rien la perspective de fond. Donc voilà, moi je reste baissier. Ma conviction baissière sur le dollar sera grandement renforcée si on a ce DXY qui clôture sous cette moyenne mobile verte qui est la moyenne mobile à 50 périodes. Et donc par conséquent, si on a une baisse du dollar, vous savez que ce sera une hausse de l'or qui sera à attendre. Et le premier objectif sera un retour au pivot mensuel qui correspond également à 38% de Fibonacci, qui correspond également à ce plus bas, 11 décembre. Donc vous voyez, là on a un puissant niveau de résistance à 1238 à peu près. Puissant niveau de résistance, ce sera le premier objectif, mais dans le fond, on ira probablement chercher les 1300 $. En tout cas, ce sera la perspective. Oui, merci. Oui, l'incertitude italienne peut-être déjà pricée alors. Alors, déjà pas mal pricé, mais en fait, le thermomètre pour savoir si ça a déjà été pricé, pour savoir comment sont les investisseurs concernant l'Italie, s'ils sont plus inquiets qu'avant ou moins inquiets, c'est ce spread. Si ce spread augmente, c'est-à-dire qu'on a une hausse des incertitudes à court terme. Si on a ce spread qui diminue, on a une diminution des incertitudes. Voilà, le thermomètre, c'est ce spread. Ce spread, c'est l'inverse de l'euro. C'est une corrélation négative. Si on regarde toutes les paires en euros, euro USD, euro CHF, euro yen, pour ne citer que. Vous voyez, point bas de toutes les paires. Alors c'est pas très lisible comme cela, je vous l'accorde,
mais point bas, et ici on a le point haut du spread. Donc là on a la formation du gouvernement italien, point bas de l'euro. Ici on a un nouveau creux, on a un nouveau creux sur le spread, et on a des nouveaux sommets sur les paires en euros. Ici on a un sommet sur le spread à nouveau. Ici on a des creux sur les paires euros. Donc voilà, le thermomètre de l'euro, c'est ce spread. Si ce spread fait un breakout, clôture, je parle bien de clôture et pas d'excès en intraday, s'il clôture au-dessus de son plus haut du mois de mai, alors les stratégies haussières de l'euro seront invalidées. Alors c'est pas qu'une seule clôture, hein. C'est pas une seule clôture, on va attendre un ou deux chandeliers parce que ça peut arriver qu'on ait une clôture au-dessus et qu'ensuite on a une réintégration avec un puissant chandelier baissier. Ça arrive, je dirais pas souvent, mais c'est du déjà vu. Donc voilà, si on a par exemple deux chandeliers au-dessus de ce plus haut du mois de mai, là on pourra invalider une stratégie acheteuse sur l'euro. Voilà donc pour ce point de marché. Écoutez, merci pour votre attention. Je vous rappelle, la semaine prochaine, je serai absent des réseaux, des réseaux sociaux. Il n'y aura pas de webinaire de ma part. Donc je vous retrouverai début septembre pour le retour de mes points de marché. Mais vous inquiétez pas, Yoav Nizar est toujours présent. Il aura d'ailleurs un webinaire dans 30 minutes, et il est tout au long de la semaine prochaine. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et rappelez-vous 16h, discours de Jérôme Powell. Dans lequel le marché attend des commentaires sur ce qui se passe sur les marchés émergents, si ça peut affecter l'économie américaine. Voilà, donc merci pour votre attention. Excellente journée à vous, excellent week-end, très bonne semaine également pour la semaine prochaine. Et bien écoutez, rendez-vous début septembre pour mon prochain point de marché.